Bien, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette troisième édition du Trésor de l'IAE. Je vous rappelle que la prochaine édition aura lieu le 19 décembre et le thème sera « Le Père Noël est-il une ordure ?» Mais en attendant, nous allons traiter du nudge. Le nudge qui est revenu à la mode récemment, j'en parlerai dans quelques instants. Alors, tout le monde connaît l'exemple, j'imagine, de l'aéroport d'Amsterdam, même ceux qui n'y sont pas allés. Mais vous avez dû entendre parler de ça, c'est un peu devenu un lieu commun, que l'aéroport d'Amsterdam avait réussi à réduire depuis 7-8 ans de 20%, presque 25% ses frais d'entretien et de nettoyage, simplement en mettant des autocollants de mouches dans les urinoirs des toilettes pour hommes. Et ça a réduit les frais de nettoyage des toilettes de 25%. Et ça, c'est considéré comme l'exemple parfait du nudge, quoi, de l'influence, un petit détail qui change tout, même si, à mon avis, d'une certaine manière, ça ne rend pas justice à la subtilité, à la complexité des nudges, et on va essayer aujourd'hui, justement, de vous montrer que les nudges, c'est peut-être un peu plus que ça. Prenons par exemple l'exemple de deux pays voisins, l'Autriche et l'Allemagne, qui sont des pays géographiquement proches, qui sont des pays très proches culturellement, et pourtant, en Autriche, 97% des gens sont donneurs d'organes, en Allemagne, à peine 15%. Pourquoi ? Quand vous êtes majeur, dans les deux pays, vous allez sur un site internet. Justement, pour vous déterminer en matière de êtes-vous ou pas donneur d'organes. Mais il y a une différence, une seule, une petite. En Autriche, si vous faites rien, la réponse par défaut, c'est que vous êtes donneur d'organes. En Allemagne, si vous faites rien, la réponse par défaut, c'est que vous n'êtes pas donneur d'organes. 97%, 15%. Alors que rien n'a changé. C'est ça les nudges. Les nudges, c'est le coup de pouce. La traduction un peu hésitante française n'est pas satisfaisante, mais c'est l'idée de dire, voilà, l'architecture des choix. La manière dont vous présentez les alternatives va modifier subtilement la manière dont les gens répondent à la question sans s'en rendre compte et sans que ce soit coûteux pour eux. Et les nudges sont revenus à la mode, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a 3 semaines, le comité Nobel a décerné son prix Nobel, son prix en l'honneur d'Alfred Nobel pour les sciences économiques à Richard Thaler. Richard Thaler, c'est un économiste américain extrêmement connu, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la finance, qui est aussi connu médiatiquement. Si vous avez vu The Big Short, le film qui est sorti il y a 2 ans, c'est Richard Thaler et Selena Gomez qui vous expliquent la crise financière. Si vous vous rappelez, le monsieur aux cheveux blancs à côté de Selena Gomez, c'est Richard Thaler, nouveau prix Nobel d'économie. Et donc, lui, il a théorisé l'usage des nudges avec un de ses collègues, Sustin, et ils ont travaillé avec Obama, ils ont travaillé en Angleterre aussi avec Gordon Brown, qui était le premier à créer une nudge unit. Et donc il définit les nudges comme justement des dispositifs peu coûteux qui modifient ce qu'on appelle le design, l'architecture des choix, pour influencer positivement les décisions des gens. Et tout est dans le positif. L'idée, c'est de dire, il faut que ce soit à la fois bien pour les gens et bien, si possible, pour l'environnement. Alors ça a des conséquences absolument énormes. Par exemple, en Californie, il y a des lycées, tests depuis 4 ans, qui se réorganisent, qui réorganisent leur cafétéria et leur self, simplement en modifiant la disposition des plats. Et donc ils mettent en avant les légumes et les fruits, et ils mettent un peu moins accessibles les produits gras et les frites. La consommation de produits gras dans ces lycées tests en Californie a baissé de 20%. Quand on sait qu'il y a 20% d'obèses aux États-Unis, vous voyez les conséquences que ça peut avoir en termes de politique publique. Et donc, c'est cette idée-là, cette idée de modifier, dans un bon sens, si possible, les actions des individus. Alors, ça pose plein de questions morales, parce que qui est-ce qui définit ce qui est bien ? Déjà, c'est une première question. C'est bien pour vous, c'est bien pour nous. La frontière, elle est floue. Ça nous renvoie un peu à des notions de paternalisme. C'est-à-dire, on force pas les gens à, jamais. Le nudge, c'est on force pas. On taxe pas, on punit pas, on force pas, mais on influence. Et d'une certaine manière, certains disent, c'est presque pire, parce que c'est une manière un peu cachée de modifier les comportements des individus. Dans un référendum, selon la manière dont vous allez poser la question, vous allez influencer la réponse. Le Brexit, la question au départ, initialement il y a 2 ans, c'était « Êtes-vous pour ou contre rester dans l'Europe ?» Et les tenants du Brexit ont fait changer la question en disant que le problème, c'est qu'il y a toujours un biais vers le positif et qu'ils ont fait changer la question en 2 alternatives, rester ou leave. Quand on sait que ça s'est joué à 1%, on se demande si juste la manière dont vous posez la question n'a pas influencé la réponse. Et puis il y a eu un article d'il y a 3 jours dans le Financial Times qui rappelait que Poutine, depuis 4 ans, a embauché massivement en Russie des psychologues, des sociologues, des économistes pour faire sa propre nudge unit pour influencer les élections et d'autres choses. Theresa May, ce matin, première ministre britannique, ce matin, a accusé explicitement les Russes de se mêler de la vie politique britannique.
Donc voilà, le nudge, ça peut être utilisé à des fins positives et à des fins négatives, d'où le titre influence ou manipulation, même si, encore une fois, c'est pas une révolution. Mettre les bonbons au niveau des yeux des enfants, c'est des choses que les grandes surfaces font depuis des années. Mais ce qui a changé probablement, et je vais conclure là-dessus, c'est que les nudges maintenant sont utilisés dans les politiques publiques et même revendiqués. Leur utilisation est revendiquée par les gouvernements, c'est quelque chose qu'on met en avant. Et ça, peut-être, ça peut nous interroger. Alors, pour traiter de ce débat, comme d'habitude, nous avons sollicité un partenaire extérieur, qui est donc Mathieu Chavenot, qui est directeur de la stratégie philanthropique chez Libellude, une entreprise qui fait des jeux de société, et dont le plus connu est Dixit. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Dixit, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde, donc une petite entreprise, vous voyez, c'est pas si petit que ça quand même. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis 2 enseignants que peut-être certains d'entre vous ont déjà croisés par hasard dans les couloirs, André Leroux et Anne Krupika. Alors, pour que ce soit un débat, on va commencer par la position négative. Quelqu'un qui est, ça existe, il y en a, et je l'ai cherché, quelqu'un qui est plutôt contre les nudges. André Leroux, je te passe la parole, merci. Très bien, merci. Donc oui, alors le nudge, on nous dit oui, c'est une incitation. Moi, j'ai été un peu chercher la définition du nudge et on nous dit bon, c'est définir une architecture de choix pour inciter un individu à prendre de meilleures décisions, tout en lui laissant la liberté de choisir selon sa volonté. Déjà, si on définit une architecture de choix, qui va définir l'architecture de choix? Et en quelle qualité va-t-il pouvoir limiter ou non les choix que l'individu aura à faire? Ensuite, pour prendre de meilleures décisions. Meilleures décisions pour qui? Pour celui qui est visé par le nudge ou pour celui qui définit l'architecture de choix? Puis enfin, tout en lui laissant la liberté de choisir selon sa volonté. Si on a défini l'architecture de choix, qu'est-ce qui reste comme liberté? Où est encore la liberté? Donc ça, déjà, je trouve que c'est assez limitatif. Et je me souviens d'une étudiante qui, dans une soutenance, nous présentait un nudge en disant « Oui, on a un éditeur qui va nous proposer 3 abonnements. Un abonnement numérique, qui est au prix le plus faible, un abonnement papier, qui est au prix le plus élevé, et puis un abonnement papier plus numérique, qui est à un prix intermédiaire. Oui, mais on sait que personne ne va prendre l'abonnement numérique et papier, et comme le papier est beaucoup plus cher, tout le monde ira sur le numérique. » Oui, bon, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. On a fermé tous les choix de manière à ce que l'individu aille vers ce qui est le plus intéressant pour l'offreur. Est-ce que c'est ce que souhaitait avoir l'individu? Pas forcément. On dit aussi le nudge, c'est donc s'appuyer sur les biais cognitifs. Je dirais là, ça pose un problème. Si on s'appuie sur un biais cognitif, ça veut dire que l'on a analysé le comportement de la personne en face pour tirer profit de certains éléments de son comportement qui peuvent avantager l'une des parties. Donc, est-ce que c'est normal que l'on puisse utiliser les biais cognitifs pour promouvoir une offre? Et ce, je dirais, en prenant en compte l'environnement dans lequel on est. Aujourd'hui, si l'on regarde l'environnement, par exemple, sur Internet, on a une asymétrie des moyens dont peut disposer celui qui va définir l'architecture pour analyser le comportement que n'aura pas la personne qui est visée par le nudge. Est-ce que l'on doit laisser ce type de connaissances à tous les acteurs? Autre point, on nous dit oui, c'est bien le nudge pour définir de bonnes décisions, des politiques pour le bien public. D'accord? Et si c'est un acteur privé, est-ce qu'on doit lui donner les clés du camion? Est-ce que c'est à l'acteur privé de définir quelle est l'architecture de choix et ensuite d'essayer d'inciter? À la limite, on pourrait tout à fait comprendre qu'il y ait du nudge pour le don d'organes. Mais on a aussi on a cité sur le nudge, par exemple, les fameux compteurs Linky. Si grâce au nudge, on arrive à analyser la consommation des individus de manière à avoir une vision très très claire des moments où il est nécessaire d'avoir de la consommation électrique, si après je prends non plus l'objectif de favoriser, de lisser la consommation, mais de dire je vais maximiser ma valeur comme dans du yield management, je vais pouvoir établir une grille tarifaire dans laquelle, au moment où on est obligé de consommer, on aura un prix maximum et on ne pourra pas s'y soustraire, tout en se donnant l'alibi, oui, mais c'est pour lisser les consommations et pour pouvoir avoir une consommation électrique qui est plus facile. Donc, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans la manipulation, voire dans l'abus de position dominante
ou dans la publicité mensongère, en offrant des options qui, de toute façon, ne sont pas viables et ne seront pas proposées finalement parce que l'on sait que personne ne va les choisir. Donc là, de ce point de vue-là, le nudge, il trouve ses limites. Et là, c'est pas forcément un opposant du nudge qui le disait, mais c'est l'un de ses fondateurs, ou en tout cas un de ses tenants, M. Sunstein, qui disait que le nudge n'est acceptable que si l'individu est conscient de ses besoins, de ses valeurs et de ses intérêts, si on préserve la liberté du choix et le choix, et si c'est non frauduleux, et que l'architecture doit être transparente, c'est-à-dire explicitée à l'utilisateur. Est-ce que l'on va expliciter à l'utilisateur ? Déjà à la base, moi qui viens du comportement du consommateur, est-ce que l'individu est conscient de ses intérêts et de ses besoins ? On est peut-être loin de la réalité, d'une réalité qui est peut-être un peu trop rose, qui est d'aller dans le bien commun. Après tout, oui, c'est vrai, si on veut faire baisser l'obésité, oui, mais si McDonald's met au contraire plus accessible les frites et le coca que l'eau minérale, hein, on aura aussi un nudge qui fonctionnera sans doute parfaitement. Alors la question c'est, doit-on laisser les clés du camion à tous les acteurs ? Le nudge, oui, c'est vrai que c'est un outil intéressant, c'est un outil parmi d'autres, un outil qui peut prendre la place d'autres. Par exemple, est-ce qu'on va faire du nudge pour lutter contre l'évasion fiscale, c'est-à-dire faire des petites incitations pour que des personnes qui se sont évadées fiscalement reviennent vers la France ou vers l'endroit où ils doivent être taxés ? Ou est-ce qu'une bonne sanction ne serait pas un effet plus efficace et en tout cas plus moral, parce que c'est quelqu'un qui a essayé de se détourner du bien public. Donc, qui va définir le bien public ? Et puis, je dirais, ce nudge, moi, il me pose un problème. On est dans cette logique de contractualisation de tous les aspects, ce qui veut dire que quand on est dans un climat de contractualisation, qu'il y a une égalité entre les parties. Elle est rarement vérifiée. Et puis, est-ce que l'on doit tout contractualiser ? Est-ce qu'à des moments, il ne faut pas qu'une puissance publique impose le bien commun et peut-être ne fasse pas du nudge ? Reprenons là encore le tabac et les décisions qui ont été prises. Faire augmenter le tabac, on sait que c'est ce qui va fonctionner le mieux pour le prix du tabac, pour pouvoir avoir une baisse de la consommation. Et peut-être, ou encore en reprenant l'évasion fiscale, peut-être que quelque chose de plus coercitif sera en tout cas... Je ne sais pas si c'est plus efficace, mais peut-être plus éthique et plus justifiable du point de vue du bien commun. Merci André pour ces réflexions intéressantes. J'entends des gens qui approuvent. C'est vrai qu'en matière fiscale, ça a été utilisé. En Angleterre, la Nudge Unit avait mis en place... pour justement améliorer le taux de recouvrement, plutôt que d'envoyer une menace de sanction, ils envoyaient aux gens qui payaient en retard un courrier qui leur disait 90% des gens de votre quartier ont déjà payé. Et ça marchait. Alors effectivement, est-ce que l'incitation marche mieux que la sanction ? Mais après, si vous avez 1 milliard en Suisse, est-ce qu'il faut juste vous faire un nudge ou est-ce qu'il faut vous sanctionner ? Je propose un autre nudge. 90% de ceux qui ont dénoncé des voisins qui ne payaient pas leurs impôts ont vu. Est-ce que ça marcherait aussi ? Alors concrètement, peut-être Monsieur Chavenot, comment vous voyez l'utilisation des nudges dans votre pratique quotidienne, même peut-être plus largement dans votre expérience et dans le monde de l'entreprise et de l'économie ? Merci d'abord de m'avoir invité. J'entends vos arguments, hein. Ils sont étayés, mais me semble-t-il, ils sont un peu à côté du sujet. Allez. Ouais. Alors, on a déjeuné ensemble, c'était fort agréable, mais néanmoins, à un moment donné, peut-être pour une raison majeure, mais il y en aurait certainement d'autres. La première, c'est que il ne faut pas confondre le mécanicien de la voiture et le pilote. C'est-à-dire que le nudge est quand même fait pour réfléchir à comment fonctionne un projet marketing, ou en tout cas un projet pour influencer soit l'achat, soit un comportement, etc. Donc, ensuite, la question du libre arbitre se pose naturellement pour l'acheteur, mais il se pose du coup pour chacun et chacune d'entre nous, sur tous les sujets possibles et imaginables. En même temps, peut-être ce qui a changé depuis une bonne dizaine d'années, c'est qu'on sait de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau. Et ça, c'était pas vrai il y a 20 ans, ou c'était moins vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, on comprend quel type de chemin synaptique existe entre les neurones pour prendre telle ou telle décision. Aujourd'hui, les IRM le montrent très bien, en neurosciences notamment. Il y a 20 ans, Mathieu Ricard n'avait pas fait ses travaux sur la compréhension des mécanismes du cerveau par des méditants, des gens qui méditent depuis 30 ans, quel effet ça a sur leur prise de décision, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et le nudge essaye d'appliquer cette connaissance
des neurosciences à la question du marketing et la question de l'influence des comportements. Alors bien sûr, on peut mettre ça pour faire acheter de la pâte de dentifrice. Ça, c'est évident. Et auquel cas, si c'est votre métier un jour, essayez de faire au moins que la pâte de dentifrice ne contienne pas trop de fluor, puisqu'en l'occurrence, on sait maintenant, depuis 30 ans, que le fluor a été imposé par les Américains dans le dentifrice pour écouler les stocks de fluor. Bon, évidemment, on le sait rétrospectivement, on apprend des choses qui nous fâchent aujourd'hui. Mais c'est pareil sur le climat, hein, pour le coup. Hein. Encore ce matin ou avant-hier, hein, les scientifiques nous ont quand même alerté que si on faisait rien, on était vraiment, vraiment mal parti quand même. Hein. Donc ça, on ne le savait pas il y a 20 ans, maintenant on le sait. Est-ce qu'il faudrait réadapter nos outils pour faire des choses aujourd'hui? Oui, je le pense, foncièrement. Donc on en sait plus sur les questions du fonctionnement du cerveau, on en sait plus sur les comportements qui sont nécessaires au changement de nos pratiques. Et dans le nudge, ils reprennent un vieux concept hein, qui est « nous sommes nos habitudes ». C'est pas nouveau, mais en l'occurrence, c'est bien remis ici. Nous sommes nos habitudes. Plus on a l'habitude de faire quelque chose, plus ça renforce et plus on vieillit, pour le coup, plus ça renforce ces habitudes-là. Mais sur certains sujets, il faut quand même qu'on change foncièrement nos habitudes. Et c'est pas juste une consommation d'achat, je veux le nouvel iPhone, ou il faut que je change ma consommation. Et changer des habitudes, on le sait maintenant, d'un point de vue des neurosciences, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait à l'époque, entre j'achète tel produit ou tel autre qui se ressemble un peu, mais qui n'ont pas la même couleur, pas la même gamme de prix, etc. Prenons un exemple pour finir. L'humanité s'est lancée, alors pardon, je parle de sujets de cet ordre-là, mais je pourrais vous dire pourquoi après, mais l'humanité essaye de s'organiser pour faire en sorte que la planète ne meure pas. Alors on s'organise un peu mal, mais on y essaye en tout cas. En 2015, les Nations Unies ont voté ce qu'ils appellent un agenda 2030, donc qui essaye de poser quelques repères pour faire en sorte que l'humanité agisse, que tous les pays agissent à peu près dans le même secteur, sur différents sujets. Il y a 17 objectifs, je vous les passe, mais ça s'appelle les Sustainable Goals, ou bien les objectifs du développement durable. La vraie question, c'est, en tant que société, en l'occurrence, est-ce qu'on va être capable de faire ça avant 2030 ? Est-ce qu'on va réellement être capable de le faire ? Réduire la pauvreté d'une part, mais la question de la mortalité infantile, la question de la santé, etc., la consommation de poissons et compagnie. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment le faire. C'est pas juste une option. Il faut vraiment le faire. Auquel cas, le nudge fait partie de ces outils-là, en tout cas ces outils théoriques qui nous permettent d'imaginer la manière de concevoir des objets qui permettent de faire changer le comportement durable des gens. J'ai vu que vous aviez dans votre salle un petit dessin pour vous inciter à éteindre la lumière. Bon, parfait le petit dessin, sauf que d'un point de vue de l'efficacité, aujourd'hui il y a juste des capteurs. Hein. Il n'y a personne, c'est éteint, il y a quelqu'un, c'est ouvert. Voilà. Alors, parce que oui, ça dépend qu'il faut bouger tout le temps. Là, il y a un biais technologique, par exemple. Est-ce qu'il faut accuser le principe d'éteindre la lumière ou est-ce qu'il faut accuser le principe de celui qui a conçu le capteur ? Le problème, c'est le capteur, c'est pas l'objet de ce pourquoi il existe. Donc les nudges, c'est la même chose. Le but du jeu, c'est de travailler des nudges, et ça, c'est votre métier futur, je l'espère. Travailler des nudges intelligents, qui fonctionnent, que vous avez testés, dont vous savez de quoi vous parlez. Et c'est pas juste travailler sur l'humour ou travailler sur le geste qui sauve la planète ou juste travailler, comme c'est donné dans plein d'exemples, hein, pour permettre à ces messieurs de ne pas uriner à côté. On les fait jouer. Mais le jeu n'est qu'un des leviers du nudge. Il y en a plein d'autres. En l'occurrence, on pourra aller plus loin là-dessus, mais je laisserai Anne aller plus loin si besoin. Merci beaucoup. C'est vrai que tout à l'heure, quand il travaillait en finance, par exemple, disait qu'on sous-estimait la force de la routine, quoi, et que le nudge, c'était pour lui une manière de faciliter le passage d'une routine à une autre routine, en fait, mais une routine qui soit positive. Et le nudge, en fait, c'est juste ça. C'est comment j'arrive à décaler les gens, mais sans qu'ils s'en rendent compte, quoi. Cette position par défaut, ces habitudes de choix de consommation qu'on a fait, une fois qu'on est dedans, c'est compliqué d'en sortir. Et donc, il y a cette facilité à s'en sortir, se donner des moyens, construire en fait des mécanismes pour s'en sortir. C'est comme s'abonner à un club de sport pendant 1 an, parce que ça vous force après à aller au club, puisque vous avez payé, donc vous êtes mis dans une position irréversible, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui normalement doivent vous inciter à vous comporter bien. On reviendra peut-être là-dessus. Peut-être quelques mots alors plus général sur influence, manipulation et toute cette sorte de choses, Anne. Voilà, alors on le dit, je l'affirme ouvertement, hein. Le nudge, c'est de l'influence, mais ce n'est pas de la manipulation. Parce que là, si on reprend
les travaux notamment de Serge Moscovici, hein, et il en a parlé, hein, l'influence n'est pas la manipulation. Pourquoi? Parce que dans la manipulation, alors tu en as parlé, hein, André, parce que toi, pour toi, le nudge est de la manipulation. Effectivement, il y a cette asymétrie de conscience, de pouvoir qui fait que un maître, parce que dans la manipulation, on a un maître, hein, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les débats, c'était plus pour les dérives sectaires, hein, on a un maître qui va, en employant des pressions répétées ou des techniques, eh bien, assujettir, aliéner donc un sujet pour l'amener à faire ou ne pas faire des choses, mais toujours préjudiciables pour lui. Et c'est ce qui définit la manipulation. Alors que l'influence, c'est pas ça. Hein, l'influence, véritablement, et ça, là encore, les travaux de neurosciences l'ont montré, dès notre naissance, on est influencé par notre environnement. Et c'est ce qui nous permet de nous construire. Par exemple, un bébé, lorsqu'il naît, il sent une tension, il ne sait pas à quoi est due cette tension, et c'est en prenant sa première tétée qu'il comprend que manger va apaiser cette tension qu'il va après identifier comme étant la faim. Et donc finalement, c'est en étant en interaction avec notre environnement qu'on se construit. Et finalement, être libre, un individu va être libre non pas par rapport à des déterminismes extérieurs, mais dans la mesure où il va intérioriser les données de son environnement, hein, lui permettant d'agir. Et donc, finalement, il va interagir avec son environnement, hein, pour essayer de bricoler, hein, et ça on le voit, hein, lorsqu'on étudie notamment l'appropriation des outils de gestion, on voit que l'usager va bricoler avec son environnement. Et c'est ce qui se passe aussi avec l'individu. Et dans le nudge, on est vraiment dans cette démarche-là, puisque dès lors qu'on veut influencer l'usager, eh bien, on va s'auto-influencer nous-mêmes. Pourquoi? Parce que déjà, pour convaincre les individus d'éteindre la lumière, on va déjà commencer par éteindre la lumière. On va aussi réfléchir avec les individus, et ça, c'est toute la démarche du nudge, parce qu'on passe par une observation, une compréhension du contexte, et après, c'est avec les individus. Hein, on essaie de comprendre pourquoi il y a des stéréotypes, pourquoi les stéréotypes vont, par exemple, guider notre comportement, et on va essayer de comprendre comment faire face à ces biais. Hein, et c'est avec eux qu'on va agir. Donc c'est aussi avec les utilisateurs ou les consommateurs. Quand ils sont autour de la table, effectivement, on aura envie de leur vendre 7 paquets de soupe au lieu de 3, mais on ne peut pas leur dire comme ça, bah oui, je voudrais te faire acheter plus de paquets de soupe, comme ça je vais m'en mettre plein les poches, et puis toi tu vas grossir. Non. Donc là, on va devoir véritablement, même les entreprises, on les voit, hein, elles reviennent sur ce qu'elles voudraient mettre en place. Elles reviennent aussi et elles s'influencent elles-mêmes. Et donc finalement, le nudge, c'est un petit peu une manière d'influencer, mais dans une démarche qui va être éthique dans la mesure où l'influenceur s'auto-influence. Et puis tu avais pris comme exemple, par exemple, la consommation de tabac. Effectivement, au départ, on était parti sur comment réduire la consommation de tabac parce que ça provoque des cancers, ça coûte cher à la sécurité sociale. Et au départ, on avait utilisé des études qualitatives et on s'était dit, effectivement, si on utilise des images chocs, ça va créer un rejet de la part des fumeurs qui vont arrêter de fumer. Et on s'est rendu compte, grâce aux neurosciences, que ces images chocs activaient dans le cerveau, finalement, un potentiel de préparation motrice qui est la même que celle du fumeur qui s'apprête à sortir une cigarette de son paquet de cigarettes. Donc en gros, on s'est dit, ces images choquent, elles choquent, mais elles donnent quand même envie aux consommateurs de fumer. Donc derrière, on s'est dit, on va jouer sur quoi? On va jouer un petit peu sur la norme sociale. Pourquoi? Parce que ça va constituer un frein. C'est-à-dire que maintenant, le fumeur, ce n'est plus un homme hyperactif, ce n'est plus une femme libérée, non, c'est un tabacodépendant. Donc en gros, tabacodépendant, c'est comme narcodépendant, hein, donc on devient un drogué. Donc socialement, hein, c'est pas terrible. Et maintenant, on s'est rendu compte que, effectivement, les images chocs, les adolescents, ils voient des images chocs, mais en gros, eux, ils sont invincibles. Et donc le seul moyen pour que les adolescents n'achètent plus leur paquet de cigarettes, c'est de faire monter le prix du paquet de cigarettes à l'argent de poche moyen hebdomadaire d'un adolescent, c'est-à-dire 10 €. J'en arrêterai là. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant aussi dans le nudge, je trouve, c'est que c'est une vision assez pessimiste de l'être humain, finalement, parce que c'est considérer que
on n'est pas capable, on n'a pas un niveau de maîtrise de soi suffisant pour prendre des décisions correctes, et donc il faut que j'arrange l'environnement pour aider les gens. C'est quand on y réfléchit, c'est pas une vision optimiste de nous, quoi. C'est dire vous êtes un peu bon, je vais vous aider parce que sinon vous allez fumer, vous allez manger des hamburgers tout le temps. Donc je trouve que quand on y réfléchit, c'est une vision qui est assez noire de nos propres comportements.